avons maintenant Mme Gaëlle Jeannot, qui travaille dans Profin en pays d'Haïti, c'est directrice exécutive de NAOS, qui est une organisation qui est dans Profin, et qui peut analyser avec différence, parce que faut nous comprendre, on a parlé de banque, nous ne parlé de système financier versus système bancaire, mais on a parlé de banque, on a parlé de banques multiples, qui n'ont pas qu'une activité à faire, mais une banque d'investissement, donc c'est une émission très pédagogique. Nous venons aujourd'hui pour nous regarder le système financier ou Djumba qui est fondamental, c'est-à-dire que ça ouais que l'argent représenté en don économique, circulation qu'a fait là, c'est même bagarre avec sang dans le corps humain. Donc il faut toujours chercher l'équilibre et ça ne voulait que aspect pédagogique de l'émission. Nous pas venir faire ni pour banque ni pour l'autre institution, mais pour nous ouais qui ça représente un don pays et vous parlez de corrélation pour regarder les liens qui gagnent en tant que plus comme et comme là puis bien géré finance là que le finance public que le finance et corporate finance et bon pour l'économie a quoi beaucoup plus facile il y a plus l'argent et qu'on y a sous mieux redistribuer ou après développement là mais importance l'argent on paquet d'organes encore mais il y a un organe qui ça c'est plus crucial que l'autre et lorsque lui-même n'est pas marché bien fondamentalement poser problème. Gaëlle, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah continuer à faire en créole Gaëlle. Non, pas bon supplice ça, on va quoi si bon comme ça en créole. Un plaisir Gaëlle d'être avec nous. Donc est-ce que vous pouvez faire la différence pour nous Gaëlle entre une banque commerciale et une banque d'investissement, mais avant tout, je vous propose de vous présenter pourquoi parce que le public vous a vu parfois et à la télé ou encore sur YouTube qui est Gaëlle Jeannot. Bonjour Kessner, merci à tous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Rapidement, donc je m'appelle Gaëlle Jeannot. J'ai rejoint le groupe Profin il y a un peu plus de 3 ans. Et auparavant, je travaillais en France, principalement dans l'asset management, où j'ai une expérience depuis plus de 15 ans, donc sur les marchés financiers, en tant que gérant de fonds, donc pour gérer des fonds de placement. Et aujourd'hui, j'ai rejoint le groupe Profin en créant notamment NAOS, donc NAOS qui est le premier asset manager en Haïti. Et qui propose des fonds d'investissement. Donc, c'est des fonds packagés, des solutions packagées pour permettre à tout le monde d'investir sur les marchés financiers. Alors, la question, c'était quelle différence qu'on fait entre une banque commerciale et une banque d'investissement? Puisque c'est la journée des banques, on veut avoir le plus d'informations pour que les jeunes qui nous écoutent en particulier, parce que nous avons un espace pour renforcer la connaissance et le savoir financier dans ce pays, pour qu'il y ait une certaine liberté financière. Nous voulons renforcer également le vocabulaire de ces jeunes, surtout en Haïti, il n'y a pas de classe ces jours-ci. Donc, tu as parlé d'asset management. Donc, c'est quoi une banque commerciale? C'est quoi une banque d'investissement? Bien qu'une banque commerciale et une banque d'investissement soient tous deux des institutions financières, elles ont un rôle bien différent. Souvent, quand on parle de banque commerciale, on parle d'une banque. Dans le langage populaire, on va dire banque, on va faire référence à la banque commerciale. C'est la banque qui va accepter les dépôts que tous les citoyens vont faire. C'est la banque qui va octroyer les prêts. Et c'est la banque qui va délivrer des produits bancaires standardisés, c'est-à-dire pour le plus grand nombre. Elle va vraiment être essentielle dans l'économie moderne. Tout le monde a cette nécessité de posséder un compte bancaire et de faire appel à une banque commerciale. On va notamment retrouver des services classiques comme pouvoir bénéficier d'une carte bancaire ou encore de différents moyens de paiement comme le chéquier, faire des virements bancaires. On peut également avoir des assurances liées justement à ces moyens de paiement. Principalement, on dépose l'argent, nos salaires, ce qui nous permet d'avoir des références dans la plupart des choix, des besoins administratifs. On va pouvoir donner un relevé d'identité bancaire, on existe au niveau du système bancaire. Donc ça va permettre des choses de tous les jours, comme payer sa facture d'électricité, faire un virement pour voyager, emprunter, faire un crédit immobilier, faire un crédit à la consommation, par exemple pour acheter son véhicule.
et surtout déposer chaque mois son salaire et ou son épargne. Une banque d'investissement, quant à elle, on peut l'appeler aussi banque d'affaires, va être également essentielle dans cette économie moderne et va permettre le placement de l'épargne, j'ai envie de dire, ou l'accompagnement et le conseil des entreprises. Donc en fait, elle ne va pas avoir un rôle de day-to-day, ça va être un acteur plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil, qui va être là pour préparer, je dirais plutôt, l'avenir. Je m'explique, une entreprise qui va souhaiter lever des capitaux va s'adresser à une banque d'investissement qui va lui rechercher pour elle, qui va jouer le rôle d'intermédiaire, qui va chercher pour elle des investisseurs. Et cet entrepreneur, finalement, s'il a des capitaux, c'est pour développer la croissance de son entreprise, réaliser lui-même des investissements. Donc c'est en ça où on est davantage dans l'accompagnement, dans le conseil sur le long terme, sur le futur. Pour les particuliers, même chose. Un particulier va pouvoir placer son épargne. Je rappelle rapidement, l'épargne, c'est l'argent, le différentiel entre les revenus gagnés et les dépenses courantes réalisées au cours d'un mois. Le delta va constituer une épargne. Cette épargne, elle peut être investie et elle doit être investie pour préparer son futur dans des produits de placement afin de générer un patrimoine, de se constituer une réserve d'argent pour financer les études des enfants, pour éventuellement acheter une résidence principale, préparer sa retraite. Donc on est toujours sur des choses un petit peu plus sur le long terme, sur le futur, dans la construction. Et l'investissement est une partie importante dans la vie de tout à chacun, puisqu'il vraiment il lui permet de développer et d'épargner de manière intéressante l'épargne qui est constituée chaque jour. Donc ça, c'est les principales différences. Le volume aussi, on peut parler des différentes... une banque commerciale va avoir un nombre de clients beaucoup plus important et donc ce qui explique les offres plutôt standardisées. Une banque d'affaires, une banque d'investissement va s'adresser à un nombre de personnes plus réduit et va faire des offres beaucoup plus sur mesure dans son approche, avec des conseils beaucoup plus personnalisés pour aider un entrepreneur, une entreprise, un gouvernement aussi à collecter, à financer ces actions. Pour ce faire, ils ont deux leviers. La banque d'investissement a deux leviers. Elle va jouer l'intermédiaire pour permettre au niveau des entreprises de lever des titres d'entreprise, donc soit des actions, soit des obligations. Et de l'autre côté, va chercher également à trouver des placements pour ces investisseurs. Donc en fait, on va avoir vraiment une partie qu'on peut résumer en disant des levées de capitaux, la négociation sur les marchés financiers, sur les titres, sur les valeurs mobilières, et de l'autre côté, tout ce qui va être la gestion des investissements, des placements. Donc une banque d'investissement, elle a le choix soit d'internaliser l'ensemble de ses services en parlant... en intégrant le private equity, en intégrant une société d'asset management, donc c'est le cas par exemple du groupe Profil, soit elle va aller chercher ses compétences à l'extérieur et va travailler de manière ouverte avec différents fournisseurs pour pouvoir trouver les meilleurs fonds de placement sur le marché international ou différents acteurs du private equity pour venir financer, aider une entreprise à lever du capital et à prendre des positions à l'intérieur de celui-ci. Donc ça aussi, c'est une différence, ça dépend comment on fonctionne. Pour donner juste un ou deux exemples internationaux, on va avoir par exemple la banque Barclays, on va avoir Bank of America comme banque commerciale. Je donne des noms américains. En Haïti, on va avoir Capital Bank, la Sogebank.
comme banque commerciale. Et à l'international, en banque d'affaires, on va avoir Goldman Sachs, on va avoir JP Morgan. Donc ça, c'est des banques d'investissement internationales. Et en Haïti, on va avoir Profin. Alors, Gaël, ayant vécu et travaillé en France, est-ce qu'il y a une grosse différence? Vous venez de citer par exemple JP Morgan, Goldman Sachs. Aux États-Unis, il y a des banques d'investissement qui ont des noms solides. Est-ce qu'en France, est-ce que ce sont les banques commerciales qui ont une partie d'investissement? Et comment on fait la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le système anglo-saxon et le système européen, particulièrement français? Non, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. On respecte à peu près les mêmes normes réglementaires. Je voulais dire, Gaël, j'aimerais savoir, citez-moi quelques grandes banques françaises spécialisées dans l'investissement exclusivement. Bon, il y a Calion, il y a... comment ça s'appelle Mais elle n'arrive pas aussi rapidement que JP Morgan, que Goldman Sachs. Non, mais bon, il y a des représentations de JP Morgan. Non, je pense à une, mais je suis désolée, son nom ne me vient pas. Parce que je crois comprendre que le système bancaire en France... La banque Rothschild, voilà. La banque Rothschild, c'est ça. Bon, Macron a travaillé à la banque Rothschild, pas vrai? Voilà. Donc j'allais dire, est-ce que le système bancaire en France est beaucoup tiré vers les crédits que les banques d'investissement, particulièrement aux États-Unis, on a une séparation, une catégorisation beaucoup plus nette? C'est ce que je voulais savoir. Non, je dirais plutôt que en fait, dans le système français, on a plutôt un raisonnement de groupe, comme ici avec le groupe Profin, c'est-à-dire que par exemple, le groupe Crédit Agricole va avoir sa société de gestion, qui est Amundi, va avoir sa banque d'investissement qui va être Calion. Pareil pour la Société Générale ou la BNP, ça va être plutôt des services qui vont être internalisés au sein d'un groupe. Et c'est pour ça que les noms sont peut-être un petit peu moins familiers. Très bien. Maintenant, la notion de temps joue un rôle fondamental. Vous avez bien expliqué, le day-to-day, à savoir les banques commerciales jouent ce rôle. J'ai besoin de payer quelqu'un, une transaction, c'est beaucoup plus facile, tandis que la notion de temps pour les banques d'investissement, c'est plus le moyen et le long terme. Et est-ce que c'est ça le grand public devrait comprendre? Tout à fait, et c'est important d'avoir vraiment ça en tête dès qu'on rentre dans la vie active, dès qu'on peut épargner, puisque le temps est vraiment un allié, et depuis des années, sur toutes les études qui ont été faites, le meilleur rendement reste toujours les actions d'entreprise, et donc plus on a du temps, plus on a cette capacité à générer des performances attractives en investissant. Et je tiens à préciser, Kessner, puisque tout à l'heure tu parlais de l'inflation, que l'investissement peut paraître être une action un petit peu risquée, mais quand on voit les niveaux d'inflation, ne pas investir est encore plus risqué. Donc, vraiment, j'encourage cette démarche-là. Et au sein du groupe Profin, on a créé des fonds de placement avec un minimum pour rentrer à partir de $1,000, justement, pour répondre à cette problématique et sensibiliser les consciences et ouvrir ces marchés financiers qui peuvent parfois faire peur, impressionner le grand public. Et en fait, non, c'est simplement un investissement qui permet de grossir dans le temps et on permet ça avec des montants minimums raisonnables. Et ça va vraiment dans l'objectif de l'inclusion financière, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il est important que de faire côtoyer ces deux banques, banque commerciale, banque d'investissement, répondent à deux besoins bien distincts, ne sont pas en opposition, et dans une démarche de vie, dans une construction de vie, il est important de faire affaire avec ces deux institutions financières. Elles sont loin d'être opposées, plutôt complémentaires. Et vous avez bien expliqué également le temps, particulièrement, j'aime dire dans cette émission, c'est un marathon, c'est pas 100 mètres. Donc, vous allez avoir un moment dans la vie, vous aurez à avoir des enfants, ensuite penser à l'éducation de ces enfants au niveau supérieur, ensuite également parler de la retraite. Donc, c'est toute cette partie-là, donc c'est cette éducation, cette pédagogie que nous voulons inculquer à la population. Ensuite, ces personnes pourront faire des choix. On ne peut pas demander à une banque commerciale de faire un travail pour lequel il n'est pas approprié, ce n'est pas son job
à savoir octroyer des crédits à très long terme, parce que si je prends le cas d'Haïti, je vais vous donner les informations. La plupart des fonds déposés dans le système bancaire haïtien, c'est des dépôts à vue et des dépôts d'épargne. Il y a moins de 20% de dépôts à terme. Donc, on ne peut pas non plus demander pour des ressources qui sont aussi courtes d'avoir des emplois trop longs. Vous êtes dans le domaine, essayez de nous donner quelques points sur ces points-là. C'est ce que je viens de dire là. La plupart des personnes, effectivement, n'ont pas cette démarche par manque de connaissances, je pense, hein, puisque quand on explique, on voit très logiquement l'intérêt. Et effectivement, ce constat-là, il est vrai. Quand on regarde les dépôts à terme, on a beaucoup de dépôts à terme ou de volonté d'investir sur des dépôts à 3 mois, et finalement, mais pendant des années et des années et des années. Donc, il y a ce besoin de se rassurer, d'essayer d'avoir accès tout le temps à sa liquidité. Cette liquidité, il faut la mesurer quand on définit sa capacité d'épargne. Quel est le montant que je peux mettre chaque mois? Il faut séparer ce montant-là entre les besoins, les imprévus, les besoins éventuellement à court terme. Et là, effectivement, le dépôt à terme fait tout son sens. Et les autres utilisations, qu'est-ce que je veux plus tard pour mon avenir? Est-ce que j'ai besoin de financer dans 10 ans l'éducation de mes enfants, des grandes écoles? Est-ce que je suis à un âge où le sujet de la retraite commence à être préoccupant? Et donc là, on est sur des investissements à plus long terme. Et il est important de faire ce travail-là, de regarder sa capacité d'épargne, et j'ai envie de dire de la diviser un petit peu en différents projets. Il n'y a que les projets très court terme qui nécessitent d'avoir ce dépôt à terme, ces liquidités constamment disponibles pour répondre à des besoins urgents, pour se faire plaisir aussi, c'est aussi le but, hein. Et c'est important, voilà, de venir construire. Quand on parle de retraite, par exemple, on va penser à des fonds de pension. Les fonds de pension ont des résultats et des performances extraordinaires. Pourquoi? Parce que les gens commencent à préparer leur retraite à partir de 30, 40 ans. Donc, ils ont pratiquement 20 ans, 30 ans devant eux. Donc, les performances sont extraordinaires sur ce type de fonds. Et c'est une bonne démarche que de commencer tôt à y penser. Donc l'éducation, la connaissance est fondamentale. Et Gaël, il y a eu un scandale récemment, particulièrement FTX. Quel danger que ça représente, la crypto-monnaie? Est-ce qu'on va retrouver ça très prochainement? Et quelle réglementation qu'il faudrait avoir pour la crypto-monnaie? J'ai pas d'opinion très marquée sur la crypto-monnaie. Je pense qu'elle répond à une nécessité et elle s'est tellement étendue avec certains pays qui ont pris vraiment ça comme monnaie par défaut. On peut pas occulter ce développement, cette nouvelle tendance et le secteur bancaire comme d'autres secteurs vont être amenés à évoluer, à revoir, on va dire, les standards auxquels ils sont habitués. La crypto-monnaie, ça fait partie de ces évolutions-là. Et comme toute nouvelle révolution, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une bulle qui éclate à un moment ou à un autre. Donc, c'est des choses que, à titre personnel et professionnel, je regarde depuis longtemps, j'observe, mais je n'ai pas encore passé le cap d'investir et d'avoir une conviction suffisamment solide pour prendre un risque. Je pense qu'on est plus dans de la spéculation, en tout cas en tant que conseiller professionnel en investissement, en avoir dans les portefeuilles pour spéculer, etc. Pourquoi pas, comme n'importe quel titre, c'est aussi le jeu. Et ça me fait apporter une des réponses à ce que disait tout à l'heure Harold. Une des différences aussi, c'est qu'on a besoin de ces deux systèmes bancaires, et les banques d'investissement et les banques commerciales aussi, parce qu'elles n'ont pas la même aversion au risque. Les banques commerciales ont une aversion au risque beaucoup plus forte et elles vont avoir besoin de garanties beaucoup plus fortes. Une banque d'investissement est là pour prendre beaucoup plus de risques, à financer des entreprises avec des niveaux de
de fonds propres peut-être moindres, et ce qui va justifier en fait d'avoir des rendements beaucoup plus attractifs, beaucoup plus forts, hein. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, la crypto-monnaie fait partie des choses qu'on va regarder, hein. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore un signal ou une conviction suffisante pour faire un go au-delà en tant qu'investissement de placement, au-delà d'un simple placement de spéculation, on va dire. Gaël Jeannot ayant travaillé en Europe, en France et également en Afrique, quelle perspective qu'il y a pour les banques commerciales et les banques d'investissement, quelle régulation, qu'est-ce qu'on devrait faire pour intégrer, comme Harold vient de bien le dire, le système haïtien dans le grand système mondial financier? Bon, je pense effectivement simplement récupérer intégrer la réglementation internationale et l'appliquer au système haïtien. Il n'y a pas besoin d'inventer énormément de choses. La BRH a fait dernièrement la publication de beaucoup de circulaires, hein, qui ont permis de réguler, d'encadrer les activités d'émission de titres notamment. Il y a encore des choses à faire, notamment sur tout ce qui va être les fonds. Aujourd'hui, un fonds commun de placement, par exemple, n'a aucune nature juridique, alors qu'ils ont une nature juridique à l'international, hein. Et ça, quelque part, derrière, un des leviers, finalement, de créer cette réglementation, c'est aussi qu'une fois que ça existe, on peut aussi aménager le cadre fiscal. Et le cadre fiscal est un élément et un levier très très fort pour le développement. En France, on a par exemple des fonds communs FCPI pour l'innovation, où on va aller financer des startups avec une certaine technologie, une certaine innovation. Et donc, les investisseurs qui vont acheter ces parts de ce fonds vont bénéficier d'un cadre fiscal beaucoup plus avantageux. Donc, ça va permettre beaucoup plus facilement de lever des fonds pour ces entreprises. Donc, la réglementation, elle est nécessaire pour encadrer le risque aussi des investisseurs. Mais j'imagine tout de suite, en fait, sur la partie développement, ce deuxième levier pour moi qui est vraiment le cadre fiscal approprié pour permettre un développement plus rapide. Et beaucoup de choses sont écrites déjà en international. Donc, je pense qu'Haïti peut aller très vite sur ces sujets-là. Très bien. Merci beaucoup.